Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien, au fond? Oui? Ok. Donc, effectivement, je vais vous parler aujourd'hui de dessin intelligent, Intelligent Design. Et je vais commencer par vous expliquer en deux mots ce dont il s'agit. Alors, selon les défenseurs de l'Intelligent Design, certaines observations de l'univers et du monde du vivant sont mieux expliquées par une cause intelligente, à savoir surnaturelle, que par des processus tels que la sélection naturelle. Alors, tout d'abord, il faut bien comprendre que les défenseurs de l'Intelligent Design affirment qu'il s'agit d'une théorie scientifique. Et ils utilisent deux arguments majeurs, celui du design et de la complexité irréductible, que nous allons discuter en détail. Cette thèse a été développée par le Discovery Institute, qui est un ensemble de personnes, conservateurs chrétiens américains, et en général, ils n'utilisent pas le terme Dieu dans leurs discours ou dans leurs écrits, bien que de temps en temps, on réalise évidemment que leur volonté est de mettre en avant un Dieu chrétien. Alors, je voudrais dès le départ lever une potentielle ambiguïté. Je vais d'abord vous dire ce que n'est absolument pas cette conférence. Cette conférence n'est pas un jugement moral ou utilitaire de la religion. Je ne vais absolument pas entrer dans un débat croyant versus athée. Et je considère, comme je suppose tout le monde dans cette salle, qu'évidemment, la liberté de religion est un droit fondamental, comme par exemple décrit dans la Déclaration universelle des droits humains de l'Organisation des Nations Unies. Par contre, je vais tenter, lors de cette conférence, de vous démontrer que des arguments de nature religieuse ne peuvent absolument pas entrer en considération dans la démarche scientifique, par définition. Nous allons voir pourquoi. D'autre part, je voudrais vous démontrer que la théorie de l'Intelligent Design est une imposture et sans doute, comme c'est considéré par beaucoup de croyants, sans doute une injure à la pensée religieuse moderne. Alors, nous allons commencer par le fixisme, le créationnisme de base, l'idée que l'univers et tous les êtres vivants qui s'y trouvent ont été créés il y a moins de 10 000 ans. Et bien entendu, ce qui est important, c'est de considérer qu'il n'y a pas d'évolution, et donc dès lors que tous ces êtres vivants ont été créés sous la forme qu'ils ont aujourd'hui. Il s'agit évidemment d'une interprétation littérale de certains écrits bibliques ou coraniques, et sont bien évidemment, comme je suppose vous le savez tous, totalement incompatibles avec des millions d'observations, aussi bien en astronomie qu'en physique, qu'en biologie, qu'en chimie, qu'en géologie, qu'en paléontologie, etc., etc., etc. L'idée du fixisme et de la Terre jeune consiste donc à dire, soit, par exemple, que les dinosaures n'ont jamais existé. Il faut savoir que les créationnistes ont passé pas mal de temps à essayer de faire croire que les fossiles étaient des objets fabriqués par les méchants scientifiques pour tromper le public, et notamment pour les dinosaures. Et depuis la sortie du film Jurassic Park, les dinosaures sont devenus tellement populaires qu'ils n'ont pas réussi à utiliser cette approche ou continuer à utiliser cette approche. Et donc, ils ont dit, c'est très bien, les dinosaures ont effectivement existé, mais ils ont existé en même temps que les êtres humains. Tous les êtres vivants ont été créés en même temps. Alors, il y en a même qui vont jusqu'à dire, ceci peut sembler être une blague, mais en fait, il y a beaucoup de créationnistes qui disent qu'effectivement, si les dinosaures ont disparu, c'est parce qu'ils n'ont pas pu rentrer dans l'Arche de Noé. Alors, on pourrait croire que cette forme de créationnisme de base est peu importante, caricaturale, ne touche que très peu de gens. Détrompez-vous, énormément de gens sont créationnistes à ce point-là. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'en 2007, donc relativement récemment, dans le Kentucky, il y a le Creation Museum, le musée de la création, qui a été mis en place grâce à des fonds, à des millions de dollars de financement. Et je vais juste vous faire voir une petite vidéo. Aux États-Unis, l'un des plus grands musées d'histoire naturelle a été inauguré. J'espère que vous allez l'entendre. Aux États-Unis, l'un des plus grands musées d'histoire naturelle a été inauguré cette semaine dans le Kentucky, mais les scientifiques crient déjà au scandale. Vous allez comprendre pourquoi avec ce reportage de nos correspondants Gilles Boulot et Rémi Cadoré. C'est un musée révolutionnaire, l'un des plus riches et des mieux conçus des États-Unis.
Son directeur, un ancien professeur de sciences naturelles, affirme que l'exposition dans ses moindres détails a été scientifiquement validée. Au détour d'un couloir, voici donc le jardin d'Éden tel qu'il a vraiment existé, ou presque. Un jeune homme cueille une carotte sous l'œil globuleux d'un tyrannosaure. Jusqu'à présent, les scientifiques affirmaient que 60 millions d'années au moins s'étaient écoulées entre la mort du dernier diplodocus et l'apparition de l'Homo sapiens. Mais dans ce temple du créationnisme, la concordance des temps est secondaire. Ce musée prouve que ce que dit la Bible sur la création du monde et le déluge est absolument vrai. Et la théorie de l'évolution est un mensonge sans aucune base scientifique. Le monde aurait donc été créé en 6 jours il y a à peine 6000 ans. Les dinosaures auraient été embarqués sur l'arche de Noé avec les éléphants et les ours polaires. Le Grand Canyon du Colorado ne serait pas le résultat de millions d'années d'érosion, mais aurait été creusé en quelques jours par le déluge. Darwin était un imposteur et seule une interprétation littérale de la Bible peut expliquer la création du monde. Je ne crois pas à l'évolution, ça n'a pas de sens. La création, oui, ça c'est logique. Mais ça ne vous choque pas de voir des dinosaures cohabiter avec des humains? Oh non! Les dragons au Moyen-Âge, c'était bien des dinosaures, non? Et les chevaliers en ont tué plein. Le musée attend plus de 250 000 visiteurs dès la première année. Selon un récent sondage, 44% des Américains rejettent la théorie de l'évolution. Selon eux, Dieu a créé l'homme tel qu'il est aujourd'hui, il y a moins de 10 000 ans. Je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais donc les dinosaures ont disparu parce que les chevaliers les ont tous tués. Alors, c'est la fin de ce reportage qui est importante. 44% des Américains favorisent cette vision-là des choses. Donc ce n'est pas du tout une petite mouvance tout à fait particulière et sans importance. Bien, alors maintenant, j'aimerais vous expliquer pourquoi l'intelligent design, par définition, ne peut pas être une théorie scientifique. Tout d'abord, forcément, puisque l'on fait appel à un agent surnaturel, nous sommes en dehors du champ de la science, puisque la science consiste à utiliser des phénomènes naturels. Alors, d'autre part, une hypothèse qui fait appel à un être surnaturel n'est pas scientifique car elle ne peut pas être testée. Il n'y a pas moyen d'imaginer une expérience qui vous permettra de contredire cette vision des choses. On ne peut donc pas démontrer que cette vision est fausse. Ce n'est donc pas une hypothèse scientifique. Et elle ne génère absolument aucune prédiction puisque toutes les observations présentes et futures sont nécessairement toujours compatibles avec l'existence d'un être surnaturel. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous créer ma petite hypothèse surnaturelle, rien qu'à moi, à savoir l'univers a été créé il y a 10 minutes, vous y compris. Je vous mets au défi de démontrer que j'ai tort. À partir du moment où je considère que cette création est surnaturelle. Vous pourriez me dire, mais c'est complètement ridicule, il y a 10 minutes, je rentrais dans la salle, ou bien j'étais sur le chemin de la conférence, ce matin, je me rappelle encore de ce que j'ai mangé au petit déjeuner, hier, je me suis disputé avec un collègue, ça n'a absolument aucun sens. Mais rappelez-vous, je fais appel à un être surnaturel. Il y a 10 minutes, il vous a créé, moi aussi, l'univers, tout. Et pour vous faire croire que vous aviez une vie antérieure, n'oubliez pas, c'est un être surnaturel, il est donc capable de le faire, il vous a inculqué dans votre petit cerveau des souvenirs tout à fait faux. Il n'y a aucune expérience que l'on peut faire aujourd'hui qui me permettrait de dire que j'ai tort. Donc, ma thèse est totalement en dehors de la sphère scientifique. Et toutes les définitions de la science portent évidemment sur l'utilisation d'observations pour construire des explications qui sont testables, des hypothèses testables, et des prédictions, bien entendu, de phénomènes naturels. En 2005, les défenseurs de l'intelligent design ont tenté de faire rentrer leur doctrine dans l'enseignement des écoles secondaires américaines, en tout cas dans l'État du Kansas. Et ce comité pour l'éducation décide donc d'enseigner le dessin intelligent comme une alternative scientifique à l'évolution biologique. Donc, leur idée était, en classe de biologie, on passe 50% de son temps à parler d'évolution et 50% de son temps à parler d'intelligent design comme une autre possibilité correspondant à une autre hypothèse scientifique. Alors, Bobby Anderson a réagi de façon assez intéressante. Pour protester contre cette décision, il a fondé une religion parodique
qu'il a appelé The Church of the Flying Spaghetti Monster. Et son système de croyance qu'il a appelé le pastafarianisme, avec un dieu, bien entendu, surpuissant, qu'il appelle le Flying Spaghetti Monster, avec 2 boulettes de viande, ici, voilà. Le spaghetti-dieu. Et ensuite, il a écrit une lettre au comité d'enseignement, expliquant qu'il croit en ce dieu surpuissant, et en considérant qu'il faut évidemment enseigner le pastafarianisme en classe des sciences. 1/3 de temps pour l'intelligent design, 1/3 de temps pour le pastafarianisme, et 1/3 de temps pour une théorie logique basée sur une masse énorme de faits observables, etc., etc. Alors, ils ont créé toute une série d'images, d'icônes, assez intéressantes. Celle-ci, c'est ma préférée. Il y en a d'autres, Intelligent Design with Balls, le pastafarianisme. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur leur site web, ils ont toute une série de choses à vendre qui sont fantastiques. Alors, bien entendu, on pourrait se demander si ces satires sont trop agressives. Mais il faut bien réaliser qu'il s'agit là d'un mouvement de résistance à la poussée des créationnistes qui voudraient donc voir leurs idéologies rentrer en classe des sciences. D'autre part, il faut bien réaliser que de nombreux hommes d'Église rejettent le créationnisme, bien entendu. Le rejet du créationnisme est tout à fait compatible avec l'existence d'une vie religieuse. Et je dirais que la meilleure leçon que l'on peut recevoir est sans doute celle d'un groupe de membres du clergé qui ont développé un projet qu'ils ont appelé le Clergy Letter Project. Alors, il n'y a pas beaucoup de diapositives où il y aura du texte dans cette conférence, mais je voudrais quand même que vous lisiez ceci. Nous, sous-signés, membres du clergé chrétien, issus de traditions différentes, croyons que la vérité éternelle de la Bible et les découvertes de la science moderne peuvent coexister sans difficulté. Nous pensons que la théorie de l'évolution est une vérité scientifique, fondatrice, une de celles qui ont résisté aux enquêtes rigoureuses, et sur laquelle la connaissance humaine et les réussites reposent. Rejeter cette vérité ou la traiter comme une théorie parmi d'autres signifie embrasser l'ignorance scientifique et la transmettre à nos enfants. Nous invitons les membres du Conseil des écoles à préserver l'intégrité du programme des sciences en posant l'enseignement de la théorie de l'évolution comme une composante majeure de la connaissance humaine. Nous demandons à ce que la science reste la science et que la religion reste la religion, deux formes de vérité différentes bien que complémentaires. Des rabbins ont fait exactement la même chose. Ceux qui croient en une interprétation littérale de l'histoire biblique, de la création, sont libres d'enseigner leur vision dans leur maison, leurs institutions religieuses ou écoles paroissiales. Un tel enseignement dans une école publique correspondra à défendre une perspective religieuse particulière dans un environnement supposé protéger de tels endoctrinements. La Bible est cependant sujette à interprétation, puisque certains acceptent de manière littérale son contenu, dont le récit de la création, alors que d'autres, ils parlent d'eux-mêmes évidemment, préfèrent une interprétation figurative. Il est concevable d'être inspiré par les enseignements religieux de la Bible, tout en n'utilisant pas une interprétation littérale et tout en acceptant la validité de la science, y compris le concept de l'évolution. Ce n'est pas le rôle des écoles publiques d'endoctriner les étudiants, etc., etc. Bien, d'ailleurs, il est évident que les scientifiques ne suggèrent pas qu'il faudrait donner 50% de temps de parole aux scientifiques dans les églises. Un point important à discuter est la différence entre un fait et une hypothèse. Si une pomme se détache d'un arbre, elle tombe. C'est un fait observable, et c'est un fait qui a été observé effectivement des centaines de millions de fois. Une hypothèse scientifique consiste à, par exemple, suggérer que l'explication de ce phénomène observable, l'explication de ce fait, est due, peut prendre la forme suivante. Une pomme tombe, pourquoi ? Eh bien, parce que la masse de la Terre et la masse de la pomme génèrent une force instantanée qu'on appelle gravitation, qui peut être décrite selon une équation que notre ami Newton a articulée. Ça, c'est une hypothèse. Mais que les pommes tombent n'est pas une hypothèse, c'est un fait. Alors, pourquoi s'agit-il d'une théorie scientifique, la théorie de la gravitation ? Parce qu'elle peut être testée. Elle génère des prédictions qui peuvent être vérifiées. Par exemple, vous avez l'équation de Newton ici, où la force générée, la force gravitationnelle, est proportionnelle à la masse des deux objets et inversement proportionnelle au carré de la distance entre ces deux objets.
Donc, si vous voulez, par exemple, connaître le rapport du poids d'un objet sur la Lune et du poids d'un objet sur la Terre, il vous suffit de mettre les deux équations correspondantes ici, avec la masse de la Lune, la masse de la Terre, le rayon de la Lune, le rayon de la Terre. Vous prenez évidemment les correspondances réelles de masse, et vous arrivez à 0,17. Donc, cette théorie suggère, prédit, que si vous prenez un objet et que vous le pesez sur la Lune, il aura 17% de son poids observable sur la Terre. Voilà. Si les astronautes qui font cette expérience sur la Lune trouvent que l'objet fait 80% de son poids sur la Terre, vous invalidez l'hypothèse scientifique qui avait été établie par Newton. Vous pouvez imaginer que lorsqu'ils ont fait cette expérience, effectivement, l'objet faisait 17% de son poids sur la Terre. En outre, il s'agit d'une hypothèse scientifique parce qu'elle permet aussi d'expliquer toute une série de phénomènes naturels, j'entends. Elle explique les marées, l'orbite des planètes autour du Soleil, la sphéricité des corps célestes, la convection des fluides, etc., etc. Ceci veut-il dire que la théorie newtonienne est absolument correcte et nécessairement correcte? Non, bien sûr, puisqu'elle génère toute une série d'hypothèses, et le jour où quelqu'un fait une observation qui est incompatible avec l'hypothèse newtonienne, il faudra revoir la théorie newtonienne. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce sont des problèmes de physique, mais une série d'observations faisant intervenir des corps extraordinairement massifs ou se déplaçant à des vitesses proches de la vitesse de la lumière ne se comportent pas selon les prédictions de Newton. Et c'est évidemment Albert Einstein, dans sa relativité générale, qui a modifié la théorie newtonienne pour établir une nouvelle théorie qui permet d'expliquer toutes les observations faites à ce jour. Et cette transformation est intéressante. Par exemple, on réalise que le champ gravitationnel n'est pas une force instantanée, bien un champ qui se déplace à la vitesse de la lumière. Donc le fait que la science évolue au cours du temps n'est évidemment pas une faiblesse. Et à aucun moment, vous ne pouvez faire appel à un événement miraculeux dans votre hypothèse scientifique. Parce que dès que vous faites ce genre de choses, vous sortez automatiquement du cadre de la science. Revenons-en à l'évolution. L'évolution est-elle un fait ou est-elle une hypothèse? Si vous vous placez au temps de Darwin, le fait principal est l'existence de variations. Darwin a observé, comme beaucoup d'autres scientifiques, bien entendu, l'existence de variations au sein des espèces. Les individus sont différents les uns des autres. D'autre part, tout le monde réalisait que les caractères étaient transmis de génération en génération. Il ne savait pas exactement comment, Darwin ne le savait pas non plus d'ailleurs, parce qu'il n'avait pas accès, malheureusement, aux travaux de Mendel. Donc il ne connaissait pas les détails de cette héritabilité, mais il voyait qu'il y avait une certaine héritabilité des caractères. Et il a ensuite suggéré qu'un principe qu'il a appelé la sélection naturelle expliquait que certains de ces variants avaient une probabilité de transmission à la génération suivante qui était différente d'autres variants. Donc tous les variants n'avaient pas la même probabilité d'être transmis à la génération suivante. Voilà l'hypothèse de la sélection naturelle telle qu'émise par Darwin. En d'autres termes, au sein d'une population, vous avez des variants, ici, voilà, un variant blanc, un variant gris foncé. Ils n'ont pas tous la même probabilité d'être transmis à la génération suivante, et vous pouvez donc voir les fréquences de ces différents variants varier de génération en génération pour vous retrouver, par exemple, essentiellement avec le variant gris foncé. Il y a différentes formes de sélection. La sélection peut défavoriser les extrêmes dans une distribution de caractères et va donc stabiliser la distribution de ces caractères. Au contraire, les individus défavorisés peuvent être les plus fréquents à un certain moment donné. Cela va générer la séparation de cette population initiale en deux populations distinctes. Et bien entendu, la sélection peut être directionnelle, où les individus de grande taille, par exemple, si ici vous avez sur l'axe des X la taille des individus et vous avez ici la fréquence, si les individus de grande taille sont favorisés, de génération en génération, la taille moyenne de la population va augmenter. Alors, Darwin a appelé cela l'aptitude, donc la probabilité de transmission de vos gènes, il ne savait pas encore qu'il s'agissait de gènes, transmission de vos caractères
à la génération suivante s'appelle l'aptitude, ou en anglais fitness. Alors, le mot fitness, c'est quoi? On pourrait imaginer que c'est la quantité de muscles, par exemple. Voilà notre ami Arnold Schwarzenegger, qui a évidemment une belle aptitude en termes de masse musculaire. Mais si vous regardez la transmission de ses caractères à la génération suivante, il a 4 enfants légitimes d'une épouse, probablement plus, potentiellement 2 de plus, mais disons entre 4 et 6. Voilà son aptitude. Ridicule, à côté de celle de M. Ziona Chana, menuisier de son état, qui a 39 épouses. Alors ça l'aide à augmenter son aptitude, mais ce n'est pas le point important. Le point important, c'est qu'il a 94 enfants et 33 petits-enfants. Son aptitude est évidemment immensément plus grande que celle de Arnie. Okay? On pourra appeler ceci la revanche du menuisier par rapport à Joseph, mais bon. Alors, la variation existe-t-elle dans les populations naturelles? Oui, la variation est un fait, on peut l'observer tous les jours. Voilà 2 jaguars, l'un noir, l'autre dit wild type, donc avec le type classique. Et aujourd'hui, on a pu déterminer quelle est l'origine génétique de cette variation. Les panthères noires, elles ont 5 acides aminés qui leur manquent dans un gène bien particulier qui génère une protéine transmembranaire qu'on appelle le récepteur à la mélanocortine. Si vous prenez des espèces aussi classiques et que vous avez l'habitude de voir, les vaches, eh bien voilà, des vaches frisonnes, des vaches limousines, les différences de coloration de leur pelage sont dues là aussi à des mutations qui ont été bien caractérisées. D'autres espèces, des serpents, une variation extraordinaire de leur coloration au sein même d'une espèce. Vous pouvez en fait observer à peu près n'importe quelle espèce vivante, vous allez, si vous regardez bien, toujours trouver de la variation. Chez l'être humain aussi, bien entendu. Et une grande partie de cette variation, j'ai bien dit une partie, pas toute cette variation, mais une grande partie est due à une variation correspondante dans le génome de ces organismes. Une variation bien connue et qui est effectivement en grande partie héritable est la taille, tout simplement, chez l'être humain. Vous avez une distribution normale ici. Et on peut donc considérer la chose de cette manière-ci. Vous avez une population de génotypes dans votre population d'individus. Donc vous avez chaque individu qui a des séquences d'ADN différentes. Vous avez les différences qui sont représentées ici en rouge. Donc vous avez cette séquence-ci qui est identique à celle-là, à ces 2 mutations près. Et ces mutations peuvent engendrer lors du développement des phénotypes différents, des morphologies différentes, des physiologies différentes, voire des comportements différents. La fréquence de ces différents types de séquences peuvent varier. Vous avez par exemple dans ce cas-ci, vous avez 4 séquences différentes, l'une majoritaire, 82% des individus portent cette séquence-là, 14% cette séquence-là, et les autres sont des séquences rares. Bien, donc la variation est un fait. L'évolution de cette variation au cours du temps est un fait également. Lorsque vous suivez une population, et vous regardez de génération en génération si les fréquences de ces séquences que l'on appelle allèles varient, eh bien elles varient effectivement de génération en génération. Vous pouvez avoir par exemple l'allèle bleu qui était majoritaire, qui devient minoritaire après un certain nombre de générations. Dans certains cas, pas dans tous, mais dans certains cas, cette variation est très clairement liée à de la sélection, à savoir que le variant jaune, qui était rare, a acquis un avantage par rapport aux autres variants. Un cas bien connu, bien illustré, vous pouvez aller voir ça dans à peu près n'importe quel bouquin de génétique ou sur Internet, il y a un grand nombre de sites qui expliquent cet exemple bien connu, des papillons de l'espèce Biston betularia, majoritairement étaient clairs, et puis en moins de 200 ans, suite au changement de l'environnement, à savoir la révolution industrielle en Angleterre, les variants rares sombres, que l'on appelle mélaniques, tout à coup ont acquis un avantage, tout simplement parce qu'ils étaient beaucoup plus mimétiques. Pourquoi? Parce que les arbres couverts habituellement de lichens se sont transformés, étant donné que la pollution détruisait les lichens et les troncs se couvraient de suie.
Et donc tout à coup, il devenait intéressant d'être un papillon sombre, parce qu'évidemment, les oiseaux les repéraient beaucoup moins facilement qu'avant. Des exemples de sélection artificielle, il y en a partout. Bien entendu, encore une fois, les vaches, vous avez eu sélection de toute une série de formes, à savoir les vaches laitières, les vaches viandeuses, les vaches résistantes à la sécheresse, toute une série de races de vaches qui ont des caractères différents les unes des autres, et ces caractères ont été évidemment sélectionnés par l'être humain. Les chiens, bien entendu, plus de 150 races de chiens, très différentes les unes des autres, morphologiquement, physiologiquement, et bien entendu la domestication de toute une série de plantes, telles que les plantes absolument majeures dans notre alimentation, telles que le riz, le blé, le maïs. Et il y a des cas absolument magnifiques, comme par exemple le chou-fleur, le brocoli, le chou, qui sont tous les trois issus de la même espèce initiale, de la même forme initiale de plante. La sélection naturelle s'observe également, aussi bien dans les laboratoires que dans la nature. Il y a des exemples extrêmement bien documentés de souris, par exemple, qui varient au niveau de la coloration de leur pelage, qui sont clairs dans des habitats clairs et qui sont majoritairement sombres dans des habitats sombres. Et il n'est pas difficile de comprendre quelle est la sélection impliquée dans cet exemple-là. Si vous inversez, vous mettez un animal sombre sur le substrat clair et inversement, ce sont évidemment des animaux beaucoup plus visibles par les prédateurs. Encore une fois, il y a une foison d'exemples et je ne vais pas m'y attarder parce que ce n'est pas vraiment le sujet de la conférence aujourd'hui, mais les pinsons de Darwin est un exemple classique, les cyclidés des grands lacs africains, et bien entendu, parmi les plus beaux exemples sont l'évolution de la résistance aux antibiotiques, aux antiviraux et aux pesticides. Vous savez, je suppose, qu'avant l'avènement des antibiotiques, la plupart des bactéries pathogènes étaient hautement sensibles aux antibiotiques. Suite à l'utilisation pas toujours efficace des antibiotiques, beaucoup d'espèces ont développé la résistance à ces antibiotiques. Même chose pour le virus HIV, par exemple, qui résiste de plus en plus aux thérapies antivirales qui sont données aux patients. La résistance aux insecticides a évolué plusieurs fois au sein des insectes. Et si je reviens aux antibiotiques, vous avez par exemple Mycobacterium tuberculosis, l'agent de la tuberculose. Il existe aujourd'hui, malheureusement, certaines souches de cette bactérie qui sont multirésistantes, qui résistent absolument à tous les antibiotiques connus. Alors voici un cartoon qui illustre la chose. On a ici notre médecin qui regarde une radiographie et qui se rend compte que la personne a la tuberculose. Et le patient est étonné, la tuberculose, mon Dieu, vous êtes certain? Ah, j'en suis certain. Mais heureusement, nous avons découvert la chose tôt, donc il n'y a pas de problème, pouvoir être guéri. Ça dépend, êtes-vous un créationniste ou pas? Oui, je suis un créationniste, et pourquoi cela est-il important? Parce que j'ai besoin de savoir cela, parce que si vous êtes créationniste, je dois traiter la bactérie comme si elle avait été créée de la manière dont elle a été créée avant l'avènement des antibiotiques. Il n'y a pas de raison qu'elle ait évolué, cette bactérie. D'accord ? Par contre, si vous croyez l'évolution, alors je suis évidemment prêt à vous traiter au moyen de nouvelles drogues, parce que je dois tenir compte du fait que cette bactérie a évolué vers une souche résistante à ces antibiotiques. Évoluer, c'est évidemment le problème pour cette personne. Alors c'est à vous de choisir, si vous décidez que je dois utiliser la version de la bactérie qui est sortie de l'arche de Noé, je vous donnerai juste de la streptomycine et c'est bon. Okay ? Évidemment, il lui demande quelles sont les nouvelles drogues que vous me proposez. Elles ont été intelligently designed. Alors celles-là, effectivement, elles ont été créées par l'être humain. Donc, initialement, la sélection naturelle est une hypothèse, mais le nombre d'observations supportant effectivement l'existence de la sélection naturelle, ce nombre est tellement immense qu'aujourd'hui, tous les scientifiques sérieux considèrent aussi bien l'hérédité mendélienne que la sélection naturelle darwinienne sont des faits scientifiques. Alors, ce ne sont pas les seuls mécanismes impliqués dans l'évolution. Nous avons
la variation qui sont dues d'ailleurs aux mutations, la sélection, mais évidemment d'autres mécanismes très importants découverts grâce à plus d'un siècle de biologie moléculaire, ne l'oublions pas, qui ont renforcé évidemment notre conviction dans l'existence de la variation et de la sélection, mais qui ont également mis en évidence des phénomènes tels que la dérive génique, la duplication des gènes, la perte de certains gènes, les modifications épigénétiques, les micro-RNA, etc., etc. Et donc, quand on vous parle de théorie de l'évolution ou de néo-darwinisme, de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'importance relative de ces différents mécanismes évolutifs dans l'évolution des espèces. Ça, c'est effectivement une hypothèse. Les différents chercheurs se disputent pour savoir si la sélection est un peu plus importante que la dérive génique. Est-ce que les duplications de gènes, effectivement, ont un rôle majeur à jouer dans l'apparition de nouveautés évolutives, etc., etc., etc. Aucun de ces mécanismes n'est rejeté par les biologistes. Ce sont des faits scientifiques. Par contre, leur importance relative sont débattues. Voilà ce qu'est le néo-darwinisme ou la théorie synthétique de l'évolution. C'est l'articulation de l'importance de ces différents faits scientifiques. Ce n'est pas l'évolution qui est une théorie. L'évolution est un fait. Donc, pour récapituler, l'évolution biologique est un fait scientifique. L'existence des mutations et de la sélection, c'est également un fait scientifique. Et la théorie synthétique des mécanismes de l'évolution tente de déterminer l'importance relative de ces mécanismes. Et bien entendu, cette théorie-là continue à se préciser. Et voilà, on se retrouve donc un peu dans la même situation que pour la gravitation, une différence entre des faits scientifiques observables et des hypothèses qui doivent être modifiées petit à petit. Si l'on considère maintenant l'arbre phylogénétique du vivant, c'est quoi une phylogénie? Le plus facile est de démarrer des individus. Vous prenez ici par exemple une population de papillons qui se renouvelle de génération en génération. Il y a des espèces de papillons qui fonctionnent comme ça, où vous avez effectivement tous les individus adultes qui meurent et qui sont remplacés chaque année par la génération suivante. Cet individu-là, il a un père et une mère, qui lui-même a un père et une mère, etc., etc. Donc ces lignes noires représentent la transmission des gènes de génération en génération. Si vous reculez dans le temps et l'espace, vous observez une population. Si vous reculez dans le temps et l'espace encore plus loin, vous observez une espèce. Et si vous reculez suffisamment, vous observez la phylogénie. Les relations évolutives entre des espèces actuelles, leurs ancêtres communs, donc des phénomènes de spéciation, des phénomènes d'extinction, bien entendu. Et si vous regardez les suites fossiles, par exemple, le long de ces phylogénies, vous voyez effectivement que les espèces peuvent se transformer au cours du temps, aussi bien les papillons que les êtres humains, bien entendu. Maintenant, cela ne veut pas dire que l'on connaît avec précision les relations évolutives entre les 50 millions d'espèces vivantes ou éteintes. Il s'agit là, par contre, d'un ensemble d'hypothèses. Certaines sont très solides. La relation sœur entre l'homme et le chimpanzé est excessivement solide. Par contre, des relations évolutives entre certains groupes d'insectes, entre certains groupes de vertébrés, sont relativement mal connues. Pourquoi? Parce que les données sont insuffisantes. Nous n'avons pas suffisamment soit de fossiles à notre disposition, soit de séquences moléculaires à notre disposition. Et c'est pourquoi, évidemment, les scientifiques ne sont pas tous au chômage. Mais il s'agit d'ensemble d'hypothèses scientifiques. Elles sont donc toutes testables à tout moment. Lorsque quelqu'un vous dit « l'homme et le chimpanzé forment un groupe monophylétique à l'exclusion des gorilles », à tout moment, vous pouvez aller séquencer un fragment d'ADN supplémentaire ou vous pouvez rechercher des fossiles supplémentaires qui vont vous permettre peut-être de démontrer que cette hypothèse est fausse. Et si vous y arrivez, vous devenez un scientifique célèbre. Et je vous assure que les scientifiques rêvent de devenir célèbres, donc ils passent leur temps à essayer de détruire les hypothèses scientifiques qui ont été établies par les autres. Revenons-en à la paléontologie. Si effectivement les hommes et les dinosaures ont vécu ensemble, vous devriez trouver des fossiles de ces deux groupes dans les mêmes sédiments. Vous ne trouvez jamais ces fossiles dans les mêmes sédiments. Par contre, vous observez dans les sédiments de différents âges, vous observez une succession de fossiles qui correspond effectivement à la phylogénie reconstruite. Alors, maintenant, encore une fois, il s'agit d'une hypothèse scientifique, donc elle est testable.
Pendant très longtemps, la forme de transition entre les poissons et les premiers tétrapodes, à savoir les vertébrés terrestres avec 4 pattes, ces fossiles n'existaient pas. Mais puisque vous trouvez les tétrapodes à cet endroit-là et les poissons à cet endroit-là, forcément, si vous trouvez un jour un fossile qui est une forme de transition, vous devez nécessairement la trouver à peu près dans cette zone-là. Pas là, pas là. D'accord ? Voilà une prédiction. Et cette prédiction a été suivie par Niall Shubin, qui a demandé aux géologues où ils pouvaient trouver des sédiments de cet âge-là qui affleurent. Parce qu'évidemment, le problème, c'est d'aller chercher ces sédiments. Et on lui a dit, écoute, dans le Grand Nord canadien, là, ici, il y a des sédiments qui ont effectivement cet âge-là. Il a donc prédit que s'il devait potentiellement trouver ces fossiles, il ferait bien peut-être d'aller chercher à cet endroit-là. Ce qu'il a fait avec son équipe pendant 2 ans et demi, et ils ont effectivement trouvé des formes de transition en 2006. Les oiseaux sont les seuls dinosaures qui ont survécu, je suppose que vous savez cela, et les créationnistes encore dire qu'il n'existe aucune forme de transition. C'est absolument hallucinant. Si vous regardez l'ensemble des fossiles qui existent, les suites fossiles qui existent pour les dinosauriens et les oiseaux, il n'y a absolument aucun doute qu'effectivement, certains dinosaures sont transformés en oiseaux modernes. Et d'ailleurs, certains squelettes de dinosauriens, même les spécialistes sont incapables de vous dire s'il s'agit plutôt d'un oiseau ou plutôt d'un dinosaure. Et de plus en plus de fossiles de dinosaures sont trouvés dans des sédiments suffisamment fins pour que les empreintes des plumes soient visibles. Et toute une série de dinosaures qu'on pensait être des dinosaures sont en fait des dinosaures avec des plumes. Ce n'est pas pour ça qu'ils savaient voler, mais en tout cas la plume clairement est apparue bien avant le vol des oiseaux. Et donc, voilà, une chose très importante, une théorie scientifique était stable, et donc un seul fossile de dinosaure trouvé dans les mêmes sédiments qu'un fossile de primate, un seul, permettrait de remettre sérieusement en cause l'évolution. Bizarre, aucun créationniste n'en a jamais trouvé. Je ne cherche pas beaucoup non plus. Un seul fossile de vertébrés trouvé dans des sédiments radiodatés de plus de 550 millions d'années permettrait de remettre sérieusement en cause l'évolution et ou la désintégration radioactive. Certains créationnistes aussi considèrent que la désintégration radioactive, qui évidemment va à l'encontre du créationnisme puisqu'elle suggère que la Terre est très ancienne et que l'univers est très ancien, est aussi une invention scientifique. Un exemple supplémentaire, si les individus, les espèces ont été spécialement créées et que vous prenez un fragment d'ADN de ces différentes espèces, il n'y a aucune raison que les différences de séquences suggèrent qu'elles aient évolué à partir d'ancêtres communs. Or, lorsque vous prenez un fragment d'ADN chez l'homme et que vous le comparez à un fragment d'ADN au même endroit dans le génome d'un chimpanzé, et vous regardez base par base, donc position par position dans l'ADN, s'il y a différence ou identité. Vous remarquez, quand vous faites cette comparaison avec le chimpanzé, à peu près tout le fragment est identique. Si vous regardez ça chez un orang-outan, il y a quelques différences. Chez un babouin, il y a plus de différences. Chez un marmoset, il y en a encore plus, etc., etc. Et ceci est vrai même pour des gènes qui n'ont plus de fonction, ce qu'on appelle des pseudogènes, qui ne sont pas utilisés pour fabriquer des protéines. Ça n'a strictement aucun sens dans un cadre créationniste, et par contre, ça a évidemment beaucoup de sens dans le cadre de l'évolution. Bien, donc, j'espère que je vous ai convaincu que l'intelligent design n'est pas une théorie scientifique, mais je vais revenir sur l'argument central et probablement le plus important que mettent sans arrêt en avant les défenseurs de l'intelligent design pour déguiser leur créationnisme en une soi-disant théorie scientifique. Il s'agit de l'argument de design et de complexité irréductible. Alors là, c'est quelque chose d'absolument fantastique, je vous avoue que ce n'est pas une blague, ils y croient dur comme fer. La banane serait le cauchemar des athées, j'aime pas qu'ils utilisent ce terme encore une fois, ils devraient dire le cauchemar des non-créationnistes, parce que ça n'a rien à voir avec le débat athée et non-croyant. Et il s'agit véritablement d'un chef-d'œuvre de la propagande de l'intelligent design. Alors là, on a besoin du son, absolument. Et je vous demande de regarder ça en détail. Il s'agit d'une émission créationniste sur la télévision américaine. Je vais vous passer d'abord l'extrait en anglais
parce que la forme originale est trop magnifique, et puis une forme traduite. Allons-y. Hold this, Kurt. Behold the atheist's nightmare. Now, if you study a well-made banana, you'll find on the far side there are 3 ridges. On the close side, 2 ridges. If you get your hand ready to grip a banana, you'll find on the far side there are 3 grooves, on the close side 2 grooves. The banana and the hand are perfectly made one for the other. Ça n'est pas tout. You'll find the maker of the banana, Almighty God, has made it with a non-slip surface. It has outward indicators of inward contents: green, too early; yellow, just right; black, too late. Now, if you go to the top of the banana, you'll find, as with the soda can makers, they placed a tab at the top. So God has placed a tab at the top. When you pull the tab, the contents don't squirt in your face. Magnifique. You'll find the wrapper, which is biodegradable, has perforations. Notice how gracefully it sits over the human hand. Notice it has a point at the top for ease of entry. It's just the right shape for the human mouth. It's chewy, easy to digest, and it's even curved toward the face to make the whole process so much easier. Seriously, Kurt, the whole of creation testifies to the genius of God's creative hand. Ce n'est pas une blague, et si vous me permettez... Pardon ? C'est une plaisanterie. Ça n'est pas une plaisanterie, absolument pas une plaisanterie. Vous retrouverez ça sur tous les sites créationnistes. Alors voici en français. Behold the atheist's nightmare. Now, if you study a well-made banana, you'll find on the far side there are 3 ridges. On the close side, 2 ridges. If you get your hand ready to grip a banana, you'll find on the far side there are 3 grooves, on the close side 2 grooves. The banana and the hand are perfectly made one for the other. You'll find the maker of the banana, Almighty God, has made it with a non-slip surface. It has outward indicators of inward contents: green, too early; yellow, just right; black, too late. Now, if you go to the top of the banana, you'll find, as with the soda can makers, they placed a tab at the top. So God has placed a tab at the top. When you pull the tab, the contents don't squirt in your face. You'll find the wrapper, which is biodegradable, has perforations. Notice how gracefully it sits over the human hand. Notice it has a point at the top for ease of entry. It's just the right shape for the human mouth. It's chewy, easy to digest, and it's even curved toward the face to make the whole process so much easier. Seriously, Kurt, the whole of creation testifies to the genius of God's creative hand. Bien, donc il s'agit là de l'argument du design, le fait que les êtres vivants sont parfaits et particulièrement pour l'homme. Voilà le résumé. Nous avons donc 3 plus 2 arêtes, une surface non glissante, un indicateur de couleur pour savoir si c'est le bon moment de la manger, une ouverture au sommet comme dans une canette de coca, un emballage biodégradable, ça c'est fantastique, avec des perforations, je ne sais pas très bien ce qu'ils veulent dire, gracieux sur la main humaine, ça c'est aussi un argument fantastique, pointu au sommet, chewy, pas trouvé de traduction, facile à digérer, incurvé vers la figure, fantastique. Alors, c'est merveilleux qu'ils utilisent cet exemple-là parce que les différentes variétés de bananes, c'est le genre Moussa, sont des plantes domestiquées. Si vous prenez des formes sauvages, ce sont des formes diploïdes, donc des formes génétiquement normales, si j'ose dire, elles sont totalement immangeables, elles ont des graines dures. Et c'est l'homme qui a sélectionné des triploïdes, donc ce sont des bananes qui, au lieu d'avoir 2 copies de chaque chromosome, en ont 3. Et donc, ces individus sont stériles. Et c'est parce qu'ils sont stériles que quand vous ouvrez la banane et que vous la mangez, les minuscules graines que vous y trouvez dedans sont des graines avortées, et donc vous pouvez les manger sans avoir des énormes graines dures dans votre bouche. Et donc, les bananes domestiquées, ne peuvent plus se reproduire que par reproduction asexuée. En outre, aujourd'hui encore, les êtres humains sélectionnent des variétés de bananes, ils sélectionnent notamment des variétés résistantes aux virus et aux champignons. Donc, l'espèce continue à être sélectionnée de manière particulière par l'être humain. Donc, c'est fantastique de voir qu'ils utilisent un exemple issu d'une sélection. C'est magnifique. D'autres termes, il y a moyen de trouver des bananes pas très religieuses. Alors j'ai mon petit matériel avec moi. J'ai ici des bananes. Voilà. Et là, je vais déposer là.
Et je vous ai dit que si vous regardez à peu près n'importe quelle espèce, vous allez trouver de la variation. Je n'ai pas dû chercher longtemps, bien quand même les gens se demandaient ce que je faisais dans la coque. Mais voilà, s'il vous plaît, une banane à 5 côtés, merveilleuse, une banane tout à fait chrétienne, sans doute. Par contre, attention, prenez ça avec précaution, c'est une banane diabolique, elle n'a que 4 arêtes. Je ne sais pas comment vous allez faire pour la tenir en main. Alors, ça, c'est une banane qui a 5 côtés, 5 arêtes, mais si vous la comparez avec celle-là, il y a une rotation tout à fait significative, de telle manière que si j'essaie de la tenir comme ils le disent, à savoir, attendez, je mets mes 2 phalanges là, mes 3 phalanges là, elle est comme ça. Je ne vais pas réussir à la manger, je pense. Donc, évidemment, si vous vous attaquez à n'importe quelle caractéristique morphologique, vous allez trouver de la variation. Alors, d'autre part, j'ai d'autres matériels avec moi. Si les bananes sont fantastiques, voilà, tu as 20 minutes pour ouvrir ça. Alors, le créateur, il n'aime pas les régions tropicales, hein, parce que... Voilà. 20 minutes aussi, sans outils, s'il vous plaît. Bien. Et ouvrir ces fruits-là, ce n'est pas facile. Et donc, le créateur est particulièrement vicieux si vous aimez les noix de coco. Donc, voilà l'argument de design. Et c'est très important, sur tous ces sites créationnistes, vous voyez qu'ils vous disent croire que la banane est arrivée par accident, c'est aussi stupide de croire que la canette de Coca-Cola est arrivée par accident avec de l'aluminium qui est tombé du ciel, etc., etc. Donc, ils utilisent l'argument que forcément la canette a été créée par l'homme et donc forcément la banane a été créée par un autre créateur qui n'est pas l'homme mais qui est Dieu. Et donc l'argument c'est à la fois le design et la complexité et on va revenir à cet argument de complexité parce qu'il est important. Il s'agit de ce qu'ils appellent la complexité irréductible. Selon notre ami Michael Behe, soi-disant l'inventeur de ce concept, certains systèmes biologiques sont trop complexes pour avoir évolué à partir de prédécesseurs plus simples ou moins complets via le processus de mutation aléatoire. L'idée est de dire qu'un système, lorsqu'il est trop complexe, c'est lorsqu'il est composé de plusieurs parties qui interagissent les unes avec les autres, qui contribuent au fonctionnement du système, et que si on retire un de ces éléments, ça ne fonctionne plus. Exactement comme une montre, vous retirez un engrenage et puis ça ne marche plus, évidemment. Vous avez besoin de tout ça. Et cette complexité est telle que vous ne pouvez pas imaginer qu'elle ait été générée de manière aléatoire. Mais, comme par hasard, ils oublient toujours de dire qu'aucun biologiste considère que l'évolution des êtres vivants est due uniquement à des phénomènes, à des mécanismes aléatoires. Ils oublient la sélection, bien entendu. Des exemples de structures soi-disant trop complexes pour avoir évolué, il y a l'œil de vertébré, d'après les créationnistes. Alors ça, c'est un exemple amusant. Tiens, revoilà notre ami Arnie. Si vous prenez les yeux, eh bien, il existe toute une série d'organes sensoriels qui sont sensibles à la lumière. Chez certaines espèces qui vivent aujourd'hui, vous allez retrouver des systèmes très simples avec des cellules pigmentées de surface et des cellules sensorielles. Chez d'autres espèces, vous avez cette structure qui va être sous forme de cupule, une cupule de plus en plus formée chez certaines autres espèces, et donc vous aurez une information sur la direction de la lumière. Enfin, chez d'autres espèces encore, vous aurez une lentille, mais sans muscles, et puis effectivement, chez les vertébrés, vous avez une lentille complexe avec des muscles et un œil qui, effectivement, a l'air assez compliqué. Et donc, maintenant, l'argument de complexité, d'où vient-il? Parce que ce n'est pas M. Behe qui l'a inventé, loin de là. Et l'argument vient en fait essentiellement, bon, on en a parlé, enfin, certains philosophes en ont parlé à différentes périodes de l'histoire, mais c'est surtout William Paley qui a considéré cette notion de grand horloger. L'idée est la suivante, vous vous promenez en forêt, vous tombez sur une montre, vous remarquez, vous l'ouvrez, vous la disséquez, et vous vous rendez compte effectivement qu'il y a des ressorts, des engrenages, toute une série de minuscules pièces, etc. Si vous en retirez une, ça ne fonctionne plus. Il est inimaginable que cet objet ait été créé par hasard. Il doit donc y avoir un horloger.
De la même manière, lorsque vous observez un être vivant, toute une série de parties qui interagissent les unes avec les autres, c'est beaucoup trop compliqué pour qu'il n'y ait pas d'horloger, de grand horloger, d'être surnaturel qui a créé cette espèce. Alors, il faut savoir que ce n'était pas complètement idiot, hein, bien entendu, surtout que M. Paley vivait quand même à une époque où il avait plus le droit de dire ce genre de choses. Et en plus de ça, il avait une approche quelque peu scientifique, puisqu'il suggère que la probabilité que ce phénomène se produise par hasard est minuscule. Il utilise le terme ici « exceeds all computation ». Voilà quelque chose de très intéressant. Peut-on effectivement tester cela par des méthodes informatiques? Et on va donc poser la question suivante. Combien de temps nous faudrait-il pour construire par hasard une phrase que j'ai choisie au hasard, comme vous pouvez le voir? Le dessin intelligent est vraiment absurde, point d'exclamation, absurde en majuscule. C'est une phrase de 45 caractères. Je vais prendre un alphabet de 77 caractères possibles, avec les minuscules, les majuscules, les accents, etc. Il existe donc 77 exposant 45 phrases possibles, ce qui correspond à un chiffre qui est plus grand que 10 exposant 84. Alors 10 exposant 80, c'est le nombre de protons dans l'univers, c'est l'infini, sauf pour les mathématiciens, mais sinon, même pour les physiciens, c'est l'infini. Okay? C'est un chiffre absolument colossal, mais cette question est une vraie question, on peut la tester par des techniques informatiques. Alors, on peut par exemple prendre une population de phrases aléatoires, une phrase étant une succession de caractères, avec donc une longueur bien définie, mais les caractères sont pris de façon tout à fait aléatoire. Et vous avez un certain nombre d'individus. Si l'on veut fabriquer toutes les phrases possibles, on doit, par des mutations, on doit nécessairement faire au minimum 10 exposant 84 mutations, puisqu'il y a 10 exposant 84 phrases possibles. Combien de temps cela prendrait-il? On peut se poser cette question, puisque le temps nécessaire pour construire toutes ces phrases nécessiterait un ordinateur, et que les ordinateurs les plus puissants font de l'ordre, sont capables d'effectuer de l'ordre de 100 000 millions d'instructions par seconde, ce qui correspond à 10 exposant 11. Et donc on aurait besoin de 10 exposant 84 divisé par 10 exposant 11, 10 exposant 73 secondes. C'est beaucoup ça? Ouais, c'est pas mal. Parce que ça représente 3,2 10 exposant 65 années, donc à peu près 10 exposant 55 fois l'âge de l'univers. Il a donc raison, notre ami Paley, il a totalement raison. Si vous ne faites intervenir que le hasard, ça ne peut pas marcher. Mais l'évolution, elle est cumulative et elle est contrainte par la sélection. Donc si dans votre population d'individus, à chaque génération, les différents individus ont une probabilité de transmettre une copie d'elles-mêmes à la génération suivante qui dépend de l'environnement. Et dans ce cas-ci, l'environnement, c'est est-ce que tu es suffisamment proche d'une phrase qui est celle que j'avais utilisée au début, le design intelligent est vraiment absurde. Okay? Donc cette phrase-ci, il y a 3 caractères en commun, celle-ci elle en a 5. Que se passe-t-il si vous donnez à cette phrase-là une probabilité légèrement supérieure de transmettre une copie d'elle-même à la génération suivante par rapport à celle-ci? On va donc avoir la deuxième phrase qui aura plus de descendants, et évidemment, à chaque génération, on ne redémarre pas de zéro. C'est ce qu'on appelle un algorithme génétique. J'utilise toujours cette comparaison-là, c'est comme jouer à chaud ou froid pour chercher une étoile dans la galaxie. À chaque étape, bien entendu, vous pouvez aller dans la mauvaise direction. C'est-à-dire que ici, vous voyez que ce T, super, c'est ce qu'il nous faut un T là. Oui, mais le système ne sait pas que c'est bon, ceci. Simplement, l'ensemble survit mieux. Et à la génération suivante, vous pouvez avoir une mutation sur ce T et diverger de l'optimum. Okay? Malgré cela, est-ce qu'on peut obtenir cette phrase rapidement ou bien est-ce qu'on a besoin l'âge de l'univers ou plus? Alors, avant-hier, on vous a construit avec Raphaël et Lars, là, un collègue à moi, un petit programme informatique qui fait cela. Alors, vous pouvez le trouver sur mon site web si ça vous intéresse, je vous montrerai après comment y arriver. Voilà, c'est un petit applet de Java. Et vous avez donc ici une phrase. Vous pouvez taper ce que vous voulez. Hein. Par défaut, j'ai mis quelque chose d'amusant, mais vous pouvez taper ce que vous voulez. Et vous avez une population de 1000 individus qui va être générée au temps 0. Ces 1000 individus vont être 1000 phrases totalement aléatoires. Elles ne vont absolument pas ressembler, sauf par hasard, par-ci, par-là, à cette phrase-là. Okay? Ensuite,
vous allez, à chaque génération, générer des mutations. Par exemple, dans ce cas-ci, 50 mutations vont être générées. Ensuite, les individus vont pouvoir se reproduire. Mais ils vont pouvoir se reproduire selon un schéma qui fait intervenir la sélection. À savoir, lorsque vous allez choisir des individus pour la reproduction, vous allez préférentiellement choisir ceux qui ont un nombre de caractères plus important par rapport à la phrase cible ici. Donc toutes les phrases n'auront pas la même probabilité de se reproduire. Alors voilà, vous faites ça, et puis vous cliquez sur ce bouton-là, et puis la question est de savoir si vous attendez l'âge de l'univers. Allons-y. Ta-ta-tam, bam. Fini. Wow, ça va vite. 664 générations. Si je m'arrête après une génération et je recommence, la barre ici va vous montrer quelle est la meilleure phrase. Pink. La meilleure phrase, c'est X majuscule, I minuscule, G, fax, Q, Z, X, Y, point d'interrogation, etc., etc. Mais il se fait que par hasard, cette phrase-là est un tout petit peu meilleure que les autres, qui sont encore pires. OK? Et si vous continuez de génération en génération, eh bien vous allez voir que la meilleure phrase devient évidemment de mieux en mieux. Vous avez ici ce qu'on appelle le score du plus apte, donc c'est en fait le nombre de différences ou le nombre de caractères en commun, plutôt, entre la phrase cible et la meilleure phrase. Et vous voyez donc que ça va relativement vite. Alors c'est très intéressant de voir qu'évidemment, étant donné que les mutations sont aléatoires, si vous le faites une première fois, boum, 948 générations. Il n'y a aucune raison que si vous le refaites, vous allez avoir besoin de 948 générations. Boum, 1335 générations. Il y a une composante aléatoire qui est évidemment très importante. Maintenant, si on enlève la sélection, hop, et on recommence. Vous pouvez attendre 10 exposants 55 fois l'âge de l'univers. Parce que pour trouver la bonne phrase, pour être sûr de trouver la bonne phrase, vous devriez les fabriquer tous. Okay? On va l'arrêter quand même. Alors, est-ce que vous avez besoin de beaucoup de mutations? On va en mettre une seule. On va remettre la sélection, s'il vous plaît. Voilà. Ben, vous remarquez que d'abord, ça monte très vite, et puis ça monte, mais c'est lent, c'est très lent. Évidemment, parce que les bonnes mutations doivent évidemment se produire. Regardez, ici, ça devrait être un L. Ben, manque de bol, les mutations, elles tombent ailleurs, évidemment. Et puis, il faut qu'elles tombent au bon endroit, par hasard, pour que ce soit sélectionné. Mais ça monte petit à petit, et finalement, ça devrait arriver. Voilà. OK, il y a encore ici le Q, là, qui nous ennuie. Voilà. On y est presque. Donc, il vous faut très, très peu de mutations pour que le phénomène fonctionne, mais il est essentiel que vous ayez de la sélection. Si vous n'avez pas de sélection, ça ne marche pas. Par contre, pourriez-vous demander si je mets énormément de mutations? D'accord? Allons-y. Bien. Ça ne marche pas bien. D'abord, vous avez des variations, ça peut fonctionner, ça peut prendre plus ou moins de temps. Il y a des variations beaucoup plus importantes, des variations stochastiques. Okay? Et puis, ce que j'ai oublié de vous montrer, parce que ça c'est aussi intéressant, je vais me remettre à peu de mutations. Si j'enlève la reproduction sexuée, c'est-à-dire que je n'ai que mutation et sélection et je n'ai pas un échange de fragments d'ADN entre un père et une mère, eh bien ça va beaucoup plus lentement. Et ça monte, il n'y a pas de problème, on arrive à obtenir le plus apte, mais ça prend plus de temps. Et là, si vous mettez beaucoup de mutations, eh bien, ça devient vraiment très très long. Et les variations stochastiques sont importantes et ça se stabilise en général à des valeurs largement inférieures à 100%. Donc, vous pouvez vous amuser avec ça. Dernière chose que je peux vous montrer, c'est que je vais tout simplement faire... Oups. Je vais m'arrêter après 100 générations.
Là, on est à 63% d'optimalité, 74%, 82%, 89%, 93%. Je vais m'arrêter là. Et puis l'environnement change. Il fait plus sec, il fait plus humide, il fait plus chaud, il y a un nouveau prédateur, etc. L'optimum n'est plus le même. Le génome optimum n'est plus le même. Par exemple, ici, je vais mettre des majuscules maintenant. C'est ça qu'il faut. Intelligent. Ici aussi. Ici aussi. Là, je mets des minuscules. Voilà. Tout à coup, évidemment, cette phrase qui était presque parfaite, elle n'est plus très bonne. N'est-ce pas? Et donc, si on continue, vous voyez, il faut tout recommencer, là. L'aptitude est fortement réduite. Et finalement, ça se réoptimise. Donc, si le phénotype optimal varie au cours du temps, vous avez ce qu'on appelle Open Net Evolution, une évolution sans fin. Si ça vous intéresse, vous pouvez trouver ça sur le site web de mon labo, www.lenevol.org. Vous allez dans Pix Media et compagnie. Et une version française de l'EvoSimulator se trouve là. Ok, alors il y a beaucoup mieux que l'EvoSimulator. C'est un petit outil rigolo, mais il y a beaucoup mieux. Sims, en 1994, a imaginé faire évoluer des créatures virtuelles qui sont faites de blocs et de joints. Donc, il a un génotype qui est simplement un graphe dirigé. Vous avez ici un segment qui mappe sur lui-même. Voici un segment qui est capable de générer, lors de son développement, des segments supplémentaires. Vous pouvez imaginer un graphe un peu plus complexe. Vous avez des segments de corps, des segments de jambes, et vous pouvez obtenir des bestioles comme ça. Et il place ensuite ces organismes virtuels dans un environnement virtuel où il implémente la viscosité, par exemple, pour la nage à travers un liquide virtuel. Et ce qui est important, c'est qu'il va utiliser de nouveau un algorithme génétique, à savoir que ces individus vont être capables de se répliquer de génération en génération, mais ils vont aussi subir des mutations. Une mutation va changer le nombre de segments, par exemple, ou la taille ou la forme de ces segments, ou les mouvements que font ces segments. Et ensuite, il y aura bien entendu une phase de sélection, à savoir que la reproduction sera une fonction de l'aptitude de ces individus. Alors dans ce cas-là, ce sera quoi l'aptitude? Ce sera par exemple leur capacité à nager entre deux points. Donc la bestiole va se déplacer, imaginez qu'elle fait ça, voilà, puis il arrête, et il demande le point de départ est là, le point d'arrivée est là, voilà la distance parcourue. Si cette distance est petite, l'aptitude est faible, si la distance est grande, super, c'est une bonne bestiole. Quand il génère ces bestioles au hasard, au début de sa simulation, elles font n'importe quoi, elles n'avancent pas, c'est une horreur. Et il laisse le système évoluer sous mutation, sélection. Regardez ce qu'il obtient. Des bestioles qui sont capables de nager ou qui sont capables de se déplacer sur un substrat solide et aussi implémenter un substrat solide. Et voilà à quoi elles ressemblent. Là. Après plusieurs milliers de générations, des bestioles virtuelles qui sont capables de se déplacer dans cet environnement virtuel. Et l'évolution de ces formes grâce à la mutation-sélection. Alors bien entendu, plusieurs individus au sein de ces populations se ressemblent, puisqu'évidemment il s'agit là d'une généalogie d'individus. Il prend certains de ces individus, il les met sur un environnement qui simule la gravité sur une surface plane. Certains ont des comportements amusants. Celui-là, il rame, il y arrive. Certains ont des comportements absolument d'une complexité phénoménale, mais ça fonctionne. D'autres sont nettement moins efficaces, comme vous pouvez le voir. Il était très vicieux parce qu'il en a pris du milieu aquatique, il les a mis pour voir comment il se débrouillait. Voilà. Un suivant, pas mal non plus. Voilà. Et celui-là, c'est magnifique, il galope admirablement bien. C'est l'un des meilleurs qu'il ait obtenu. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que nous observons
l'évolution de comportement et de structure, de morphologie, si vous voulez, qui n'ont absolument pas été planifiées par, dans ce cas-ci, l'informaticien. Okay? Il s'agit donc bien de l'émergence de morphologie et de comportement suite à la conjonction de mutations aléatoires et de sélection. Donc, je vais rapidement terminer en vous disant que mutation-sélection suffisent très largement à générer des formes et des processus complexes en un temps compatible avec l'évolution biologique, que l'évolution biologique est un fait scientifique, encore une fois, je vous le rappelle, et que la théorie synthétique de l'évolution correspond à l'articulation de l'importance relative des mécanismes de l'évolution. Le darwinisme, c'est mutation-sélection, mais les autres mécanismes sont aujourd'hui évidemment considérés dans ce qu'on appelle le néo-darwinisme. Alors, il y a du pain sur la planche, parce que pourriez-vous dire que est-ce qu'effectivement le créationnisme est un problème? Est-ce que ce n'est un problème qui n'existe qu'aux États-Unis? Pas du tout. Vous avez ici une étude qui a été publiée en 2006 dans le journal Science, où vous voyez ici la proportion des personnes interrogées qui considèrent en bleu ici que l'évolution est vraie dans différents pays, que l'évolution est fausse en rouge, et ceux qui ne sont pas sûrs sont au milieu en jaune. Alors vous voyez effectivement que les États-Unis, c'est vraiment pas terrible, hein, puisque vous avez 60% des gens qui soit considèrent que l'évolution est fausse, soit ils ne sont pas très sûrs, juste avant la Turquie. Mais vous savez, la Suisse, c'est pas terrible non plus, voilà, la Suisse. Voilà, vous avez quand même de l'ordre de 30% des gens qui considèrent que l'évolution est fausse. Alors pour terminer, il faudrait quand même se poser la question pourquoi tant de haine? On pourrait se poser la question pourquoi tant d'agressivité envers l'évolution et pourquoi pas d'autres faits scientifiques? Je ne sais pas moi, la gravitation. Pourquoi les créationnistes ne rejettent pas la gravitation? Ils devraient développer l'intelligent falling, par exemple, ce serait fantastique. L'intelligent geography, ce serait génial quand même. Pourquoi est-ce que l'évolution, il n'y a pas de problème, les créationnistes peuvent aller dans les écoles et essayer de faire croire que ce fait scientifique, il ne faut pas le regarder, mais que par contre, le fait que la Terre serait soi-disant plate, là non, ça on n'ose quand même pas faire. Le tableau de Mendeleïev, hein, attention, le tableau de Mendeleïev, c'est quelque chose d'horrible parce que en 1902, regardez, tous ces éléments ont été ajoutés, en 40, ils ont ajouté encore d'autres éléments, ça change tout le temps. Attention, 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 le tableau périodique des éléments, c'est juste une théorie. Cette théorie change tout le temps, elle est discutée, il faut absolument enseigner les alternatives aux enfants, c'est très important. Et l'une des alternatives serait par exemple, c'est évidemment c'est encore une fois, l'État du Kansas qui est visé, c'est de dire, voilà, on devrait avoir 4 éléments, l'eau, l'air, le feu, la terre. La vérité est constante. Alors c'est encore une fois quelque chose que vous pouvez trouver sur le site de la religion parodique du Flying Spaghetti Monster. Alors, les peurs suscitées par le fait de l'évolution sont faciles à comprendre. C'est tout simplement parce qu'elles nous touchent, bien entendu, directement. Comme l'évolution est un fait, il est aussi indéniable que nous ne sommes qu'une espèce parmi d'autres. Nous ne sommes qu'une petite branche minuscule, là, quelque part, dans l'arbre phylogénétique, parmi des millions d'autres branches. Ça nous donne une certaine humilité, bien entendu. Alors, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas une espèce particulière, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous sommes une espèce particulière. Nous avons complètement modifié notre environnement, nous avons un succès évolutif absolument effarant. Mais il n'empêche que oui, nous ne sommes qu'une espèce parmi d'autres, nous sommes issus de l'évolution. Alors, ces craintes sont particulièrement importantes, et ceci aussi bien dans certains groupes chrétiens que dans certains groupes musulmans qui défendent le créationnisme. L'idée serait que le darwinisme amène au matérialisme, qui amènerait aux guerres, qui amènerait au terrorisme et à tous les maux possibles et imaginables. Alors c'est une idée qui est défendue par M. Harun Yahya. Oh, je suis équipé. Voilà, voici le bouquin de Harun Yahya, l'Atlas de la création. Cette chose a été distribuée en milliers d'exemplaires gratuitement dans des écoles en France, en Belgique, en Suisse.
et je me demande d'où viennent les fonds, vous pouvez imaginer, donc de groupes créationnistes. Et à l'intérieur de ce bouquin, vous trouvez toute une série de magnifiques images d'ailleurs, de fossiles, suggérant que ces fossiles n'ont absolument pas bougé. Il s'agit bien d'espèces qui ont disparu, mais il y a très 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 peu de temps, puisqu'évidemment la Terre a été créée il y a 6000 ans. Et surtout, qu'embrasser le darwinisme reviendrait à accepter les guerres, le terrorisme, parce qu'effectivement, ce serait le darwinisme qui serait à l'origine des fascismes divers et variés. Et voilà ce qu'écrit M. Haroun Yahya. Son vrai nom, c'est Adnan Oktar, si ça vous intéresse. Darwin part d'un principe de base pour développer sa théorie. Le développement des êtres vivants dépend de leur combat pour la survie. Le plus fort l'emporte sur le plus faible, condamnant celui-ci à sa défaite et à sombrer dans l'oubli. Il ajoute, le Coran est basé sur les concepts de la morale, de l'amour, de la compassion, de la pitié, de l'humilité, du sacrifice, de soi, de la tolérance, de la paix. Alors, premièrement, je suis ravi de voir que son interprétation du Coran est celle-là. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'un certain nombre de chrétiens ont ce genre d'interprétation de la Bible, et je vous rappelle aussi que toute une série de non-croyants ont une interprétation de ce type-là pour l'humanité, à savoir que des valeurs humanistes ne nécessitent évidemment pas de textes religieux, et que par exemple la Déclaration universelle des droits humains est une tentative évidemment de définir ces principes humanistes. Alors, tout simplement, il faut accepter que la science n'a absolument aucun rôle moral. Les mécanismes de l'évolution ils existent. Tout comme la gravité elle existe, on ne peut rien y faire. Par contre, si ma télécommande fonctionne, ni la gravité ni l'évolution n'ont de valeur morale. Et il est évident que certains éléments de notre morphologie, physiologie, mais aussi comportement, peuvent partiellement avoir une base génétique. Ça veut donc dire qu'elles sont un héritage évolutif, mais il est évident que ces comportements sont avant tout une histoire de choix, puisque nous sommes des êtres humains, c'est ce qui fait de nous des êtres humains, et non une histoire exclusivement de gènes. Et donc je terminerai par une phrase que j'aime bien, par notre ami Jerry Coyne, qui a écrit un bouquin très intéressant qui s'appelle « Why Evolution is True », une série de démonstrations, des observations qui clairement indiquent que l'évolution est un fait. Et Jerry Coyne écrit dans ce bouquin « Evolution tells us where we came from, but not where we can go ». Ça me paraît assez évident. Et j'en termine ici et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Michel pour cette excellente conférence. J'espère avoir une tranche d'ananas. Mais... Je crois que chacun de nous, en rentrant en allant à faire les achats maintenant, va faire beaucoup plus attention aux bananes qu'il achète. Alors il y a de la place pour les questions maintenant, les commentaires. On a un petit moment pour la discussion. Il y a des micros normalement qui doivent se balader quelque part. Voilà. Bonsoir, merci pour cet exposé brillant. Surtout qu'Haroun Yahya, on l'avait entendu il n'y a pas longtemps à Genève. Il avait une attitude assez bizarre d'ailleurs. Il prenait sa tasse de thé, il se fichait complètement du public entre ses 2-3 sucres et tasses de thé. Mais l'important n'est pas là. Dans le tableau de Medvedev, Dimitri Medvedev, celui que vous avez présenté, il est présenté comme bigamiste. Alors comme je crois que ce n'est pas jouer de l'instrument de musique, à quoi ça apporte à la science que de citer qu'il est bigamiste? Non, merci. Justement, c'est une parodie. Donc si vous vous attaquez à Darwin en disant qu'il est immoral, ben vous discréditez sa théorie de la sélection naturelle de la même manière dans cette parodie en disant que Mendeleev est bigame, ben forcément il est diabolique. C'est tout. C'était une blague, bien entendu. Une autre question. Merci de votre conférence. Lorsque vous avez mentionné le fait qu'il y a de la variété, qu'il y a des mutations, qu'il y a des différences entre les êtres vivants,
je crois que vous n'avez parlé que des différences qui surviennent dans les êtres de la même espèce. Donc en fait, au sein d'une espèce, chaque individu est un petit peu différent, d'accord, et chaque individu, et quand la population se renouvelle, il y a une transmission qui est un petit peu modifiée d'une génération à l'autre. Pourtant, dans l'évolution, ce qu'on attend en premier lieu, c'est une explication qui dit de quelle façon on passe d'une espèce à l'autre et surtout comment, disons, on passe de la fourmi à la baleine. La difficulté étant que la plupart des mutations sont pathogènes et conduisent à la mort de la bestiole qui a muté. Alors, je ne vous demande pas évidemment un cours d'une année ou de 10 ans sur l'évolution. Ma question, ce serait simplement de savoir si, dans la situation actuelle de la science, on a une théorie ou disons une explication, une description qui permet d'englober la totalité des faits, donc à savoir qu'à partir de l'amibe, on arrive à la baleine ou à l'être humain. Alors, bien sûr, parce qu'il y a un continuum. Si vous reprenez les quelques diapositives que je vous ai présentées pendant l'exposé, lorsque vous considérez ici un pédigré d'individus, vous comprenez que les lignes noires représentent la transmission des gènes de génération en génération. Si vous regardez ça à distance, c'est la même chose, mais c'est simplement à une autre échelle. Si vous reculez suffisamment, vous avez exactement le même phénomène. Transmission des caractères de génération en génération, avec évidemment des mutations qui sont produites un peu partout. Vous dites que la plupart de ces mutations sont délétères. Quand j'utilise l'EvoSimulator pour retrouver une phrase particulière, l'immense majorité des mutations qui sont générées sur ces phrases vont pas du tout vers cette phrase-là. Elles sont délétères, si vous voulez, elles ne permettent pas à ces nouvelles phrases de survivre mieux. C'est ça la sélection. Les mutations sont aveugles, la sélection trie. Alors ici, maintenant, pour en revenir à l'évolution des espèces, comme je vous disais, si vous suivez, et ça peut se faire avec des suites fossiles, où vous voyez les individus qui se transforment petit à petit le long des suites fossiles, mais vous pouvez même observer cela au moyen, par exemple, d'expérimentations qui ont été faites avec des bactéries ou avec des virus, parce qu'évidemment, le problème, c'est qu'il faut attendre un certain nombre de générations pour voir effectivement des espèces se former. Mais si vous prenez des bactéries ou des virus, vous pouvez générer des espèces différentes, parce que ces bestioles-là se reproduisent beaucoup plus rapidement, et vous pouvez effectivement voir qu'il y a un continuum d'accumulation, donc de différences, qui se produit le long de la phylogénie. Alors, ce qui est très important, c'est qu'à un certain moment, les deux groupes n'échangent plus de gènes. Et vous pouvez très facilement imaginer ça, et ça a été démontré dans un très 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 grand nombre de cas, qu'une population se sépare en deux, et que les deux populations sont isolées du point de vue reproducteur. Il n'y a plus de reproduction entre les individus du groupe droit et du groupe gauche. À ce moment-là, ils vont accumuler des différences de façon tout à fait séparée, de façon indépendante. Ils vont diverger et ils vont devenir tellement différents que même s'ils se rencontrent à nouveau, la reproduction ne va plus fonctionner. Ce sont des phénomènes qui sont étudiés en détail par les biologistes, les généticiens des populations, et ce sont des phénomènes qui sont relativement bien compris. Donc il n'y a pas du tout de mystère à ce niveau-là. Okay? Donc même des espèces proches des espèces plus éloignées, ce pattern de divergence correspond très exactement à ceci. Il n'y a pas de différence entre l'accumulation de mutations dans une population et l'accumulation de mutations dans des espèces proches. Oui, merci pour cette splendide conférence sur l'évolution, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. C'est que la plupart des créationnistes, au fond, ils savent que Darwin a raison. Ils font tout ça pour vous embêter. Alors la vraie question, et c'est celle que je vous pose, pourquoi y a-t-il de plus en plus de gens qui ont envie d'embêter les scientifiques qui ont toujours raison? Alors, je ne suis pas d'accord. Primo, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'évidemment, certains leaders du créationnisme savent très bien qu'ils disent des idioties. Et ce qu'ils veulent, ils recherchent évidemment le pouvoir, ils recherchent à manipuler les gens, avoir des communautés sous contrôle, etc. etc. C'est pas ça le problème. Enfin, si, c'est le problème qu'ils sont à la source. Mais
Si vous interrogez des élèves du secondaire dans des écoles publiques en France, en Belgique, en Suisse, vous serez effarés de voir à quel point ces discours créationnistes sont bien reçus. Et qu'effectivement, il faut être ouvert. Ça vient pas nécessairement du prof, mais le prof devrait leur expliquer pourquoi il ne s'agit pas d'une hypothèse scientifique et pourquoi cela n'a rien à faire dans un cours de sciences et pourquoi les arguments de base sont fallacieux. Et bien décrire que... D'accord, ça c'est un autre problème. Bonjour. Je voulais d'abord vous demander au bout de combien de temps les Sims ils mourraient et combien de temps ils peuvent se reproduire pour permettre la descendance de leurs gènes. Bon, ça, ce sont des détails techniques, franchement, qui n'ont pas grande importance. Quand tu mets en place un programme, un algorithme génétique, effectivement, il y a une série de paramètres qui sont le nombre d'individus dans la population, la force de la sélection, à savoir, est-ce que je ne garde que les meilleurs absolus et je détruis tous les autres, ou est-ce que je distribue des probabilités de façon relativement homogène, etc., etc. Ça va changer la qualité des observations, mais ça ne va, pardon, la quantification de ces paramètres, mais ça ne va pas changer le phénomène que tu observes. Tu vas toujours voir effectivement une évolution de nouvelles structures, plus ou moins vite, plus ou moins distribués dans la population. Est-ce que tu vas garder une variabilité dans la population ou bien est-ce qu'ils vont tous se ressembler au bout d'un certain temps? Mais de toute façon, il y aura évolution. À partir du moment où il y a mutation aléatoire et sélection, il y a évolution du système. Et je voulais aussi savoir si vous aviez entendu parler d'espèces qu'on avait vues évoluer. J'avais entendu parler de tigres au Sumatra. Je voulais savoir si vous aviez entendu parler de ça ou pas. Alors encore une fois, le problème, c'est la durée du phénomène. Et donc la plupart des exemples extrêmement bien documentés sont documentés sur des bactéries, sur des virus, mais aussi sur toute une série d'invertébrés, des vers, des insectes. La drosophile est énormément utilisée pour faire des études génétiques. Donc la sélection a été démontrée de très nombreuses fois sur des populations de drosophiles, mais aussi sur des oiseaux, sur des mammifères. Donc effectivement, il y a moyen de faire ça sur n'importe quel groupe, mais généralement, le chercheur va choisir des espèces qui se reproduisent rapidement pour pouvoir accumuler rapidement beaucoup de générations. Mais je dis naturellement et non pas par sélection artificielle. Alors, oui, alors ça peut être en laboratoire, mais c'est fait également en milieu naturel. Des personnes ont suivi l'évolution de populations d'invertébrés dans le milieu naturel. Et ils observent cette évolution, cette variation de fréquence allélique, cette divergence entre espèces sœurs, etc., etc. Merci beaucoup. Je peux poser une question aussi? Oui, oui. Vous avez le micro, donc allez-y. Alors, comment est-ce que vous expliquez actuellement l'évolution de l'homme où il n'existe finalement plus cette sélection naturelle? Alors, effectivement, depuis très peu de temps, l'évolution de l'homme s'est modifiée, tout simplement parce que la sélection naturelle est réduite. Elle n'est pas éliminée, mais elle est réduite. Par exemple, grâce, heureusement, à la médecine moderne, on peut sauver toute une série de personnes qui mourraient sans l'existence de cette médecine moderne. Je suis à peu près certain qu'une proportion importante des gens ici seraient morts sans la médecine moderne, moi y compris. Donc, effectivement, certains caractères ne sont plus ou moins soumis à la sélection. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y a plus de sélection. Il y a toute une série de caractères, donc de mutations notamment dans le génome, qui vont générer des modifications qui sont trop importantes pour que le fœtus arrive à terme, par exemple. Donc la sélection est toujours là. Mais la sélection n'est plus exactement celle qui existait il y a, par exemple, 1 million d'années. L'environnement a changé et il changera encore. Ceci dit, en Afrique subsaharienne, je peux vous garantir que la sélection est encore très importante sur des caractères qui vous paraissent absolument peu importants aujourd'hui, ici, aujourd'hui en Suisse. Oui, à cet égard, je voulais juste revenir sur l'illustration que vous aviez mise pour l'illustration que vous aviez mise pour illustrer le concept de fitness darwinienne, donc l'aptitude. Donc, enfin, on a vu
on le comprenait bien pour les souris qui évidemment s'adaptaient, ils voyaient leur chance de survivre génération après génération en fonction de leur couleur liée à la couleur du sol sur lequel ils évoluent. Simplement pour l'illustration qui montrait deux hommes avec une descendance très différente numériquement parlant, il est très probable en fait que ce différentiel de différence ne soit pas dû en l'occurrence à quelque chose, un patrimoine génétique qu'ils auraient hérité et qui serait lié génération après génération à une plus grande aptitude reproductive, mais pour ce qu'on a pu voir là, sans doute en fait aux différents régimes matrimoniaux qui prévalent dans les contextes culturels où ils évoluent. C'était juste une remarque que je voulais faire en passant. Oui, encore une fois, ça rejoint la remarque précédente, c'est que la sélection chez l'être humain dans toute une série de sociétés humaines n'est pas identique évidemment à ce qui se passait il y a un million d'années. Oui. Bonsoir, merci pour votre conférence. Je trouve que vous avez le beau rôle en tant que scientifique, parce que vous avez des beaux appareils, des microscopes, des scanners, des trucs incroyables, des moyens techniques et informatiques exceptionnels. Et par contre, du côté de ceux qui cherchent Dieu, je pense plutôt à des penseurs sérieux et non à des créationnistes, bien entendu, ces gens-là disent qu'ils ne peuvent définir Dieu que par son absence. Il n'y a aucune preuve de l'existence divine, il n'y a que des absences, et je me demande si finalement c'est pas à cause de ce vide que provoque cette recherche que les créationnistes essayent à tout prix de remplir ce vide avec un peu de n'importe quoi. Oui, bien sûr. Je pense que ces questions philosophiques sont tout à fait valides, mais encore une fois, il s'agit de questions non scientifiques. Et je vous assure qu'une proportion significative de scientifiques cherchent Dieu aussi. Et ils ne mélangent pas leur foi avec leur science. Oui, j'aimerais savoir si vous avez certainement entendu parler de cette théorie de cette paléontologue française, Anne d'Ambricourt-Malassé, qui parle de l'évolution du sphénoïde, cet os du plancher du cerveau, qui parle de force interne d'évolution, sans parler forcément de sélection, et qui correspondrait à l'évolution des hominidés. Et chacune de ces poussées dans l'évolution du sphénoïde, du redressement du sphénoïde, correspondrait aux principaux taxons des primates, en partant des lémuriens et puis pour aboutir à l'homo sapiens. Vous avez entendu parler de cette théorie? Oui, si ça ne vous dérange pas, on peut en parler après, parce que franchement, ça va noyer le sujet. Mais oui, je vois. Mais bon, ce sont des élucubrations. On en parle après si vous voulez. Qu'est-ce qui fait que de telles idées, je parle du créationnisme, puissent se développer aussi bien? Alors je pourrais avoir une réponse en fait. Quelle est votre réponse, allez-y. Bon, pour vous comprendre mon intervention, disons, je dis ma position. Je suis un scientifique de formation, je suis enseignant de physique, mais je fréquente quotidiennement depuis 17 ans des créationnistes. Oui. Je mange tous les jours avec eux. J'ai appris beaucoup de choses à leur contact sur qu'est-ce que c'est que la connaissance. Et j'ai découvert, à la faveur, bon, je suis pas devenu créationniste, pas plus croyant non plus, mais j'ai découvert à cette occasion que nous fonctionnons tous sur le plan de la connaissance par la croyance. Moi qui suis physicien, j'ai vérifié quelques lois de la physique moi-même, en travaux pratiques, mais le reste, je veux bien le croire parce que je l'ai lu dans les livres. Et en fait, je crois en ces faits scientifiques parce que je fais confiance aux gens qui le disent. Je partage leur vision du monde qui est ce qu'est une science, des hypothèses vérifiables, testables, etc. Mais je fais confiance à une certaine catégorie de gens qui sont les scientifiques. Et donc j'accepte ce que disent les scientifiques. Parce que tout ce que vous racontez, je veux bien le croire parce que je fais confiance en votre démarche. Mais moi-même, je n'ai pas vérifié tout ça dans les détails, je ne comprends rien, même sans aller très loin dans les détails. Les autres, c'est pareil. Les gens qui fonctionnent à la foi, etc., eh bien, ils ont fait confiance en des gens qui leur parlent. Et vous avez raison en disant que sans doute des chefs de certaines églises sont conscients de l'imposture,
Mais un tas de gens, et je peux en témoigner, sont des créationnistes convaincus. Pour eux, c'est clair, parce qu'ils font confiance aux gens qui leur parlent. Ça commence par leurs parents, puis leurs pasteurs, etc. Voilà. Donc on en est là. Et moi, je prédis, malgré les succès de la science, qu'il est fort possible que d'ici quelques dizaines d'années, le créationnisme ait fini par balayer la vision scientifique des choses. Mais c'est vrai, voyant ce que je vois depuis 17 ans, ce sont des gens normaux, très intelligents, et qui croient des choses fausses, mais on peut les croire quand même. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a une chose pour laquelle je ne vous rejoins absolument pas. C'est-à-dire qu'on croit, en tant que scientifique, on croit ce que nous dit un autre scientifique parce qu'on lui fait confiance. Pas du tout. Moi, je fais confiance à un physicien qui me raconte quelque chose sur un sujet particulier parce que je fais confiance à tous ces autres collègues qui essayent de détruire ces hypothèses. Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est très différent. Donc, on fait confiance à une communauté de gens qui passent leur vie à essayer de décortiquer, démonter, trouver l'expérience, l'observation qui va leur permettre de découvrir que certaines de ces hypothèses ne sont pas tout à fait correctes et qu'il faut les modifier. C'est ça la motivation d'un scientifique. Et c'est ça qui donne la puissance au système. Et tout le monde sait, aussi bien en physique qu'en biologie qu'en n'importe quelle science, il y a toute une série d'hypothèses qui sont souvent très techniques, etc., qui sont testées tous les jours et régulièrement. C'est pour ça que les grands journaux existent encore. Quand vous ouvrez Science Nature, vous trouvez des résultats étonnants toutes les semaines. Waouh, un tel a démontré que, un tel a démontré que, qui remet en cause sans arrêt toute une série d'observations et qui modifie légèrement les hypothèses, quelquefois de façon plus importante qu'on n'aurait pu le croire. Il y a des révolutions scientifiques, bien entendu. Donc, moi je fais confiance dans ce système-là, je ne fais pas confiance à la personne qui me parle. J'ai entendu des prix Nobel dire des bêtises, parce qu'ils parlaient de quelque chose qu'ils ne connaissaient pas bien. Nous disons tous de temps en temps des bêtises sur des sujets qu'on ne connaît pas bien. Donc c'est là que je ne vous rejoins pas. J'espère que vous avez tort en ce qui concerne la disparition de la science. En fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est que j'ai mal exprimé ce que je voulais dire. Mais c'est exactement ça. Mais il faut se mettre à la place du grand public qui ne voit que ce qu'il lit. Il n'a aucun moyen de vérifier. Oui, mais quand vous dites qu'un créationniste est une personne intelligente, je veux bien le croire. Mais en attendant, elle met en avant une idée totalement, enfin une idéologie, une philosophie qui est totalement en dehors de la science, qui peut être intéressante. On peut parler du sexe des anges, si vous voulez. Parlons du sexe des anges. Je ne dis pas que c'est totalement inintéressant, mais nous serons d'accord que nous aurons une discussion non scientifique. Voilà, c'est tout. Les gens peuvent parler de ce qu'ils veulent, mais qu'ils ne prétendent pas qu'il s'agit d'une hypothèse scientifique alternative à la théorie des mécanismes de l'évolution enseignée en classe des sciences. C'est tout. Je vous invite à déjeuner chez eux, vous verrez. Je dialogue quotidiennement avec eux. Eh bien, je vous souhaite bien du plaisir. On va s'arrêter là. D'accord. Et donc, merci encore Michel Milinkovic pour cette excellente conférence. Et merci à vous.